l'argent que tu as injecté en travaux, que tu les as mis en compte courant d'associé, et donc c'est de l'argent que tu pourras récupérer après sans fiscalité, voilà, une fois que la SCI sera positive et récupérera du cash. Alors qu'à l'IS, on est sur les entreprises, on est sur le bénéfice des entreprises, et l'IS, depuis 40 ans en plus, fait que de diminuer, sauf en 96, ça a augmenté un peu, mais autrement, ça n'a fait que de diminuer pour s'harmoniser au niveau européen. Et là, on est passé d'ailleurs à un niveau d'IS à 25%. Quoi. Alors il y a aussi, on peut vendre les parts de la SCI. Et alors là, je suis en négociation dessus parce que effectivement, alors j'ai un bien. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Paul. Bonjour. Bienvenue donc sur ma chaîne YouTube et surtout bienvenue dans Projet Locatif. Oui, merci. Parce que tu es tout nouvellement intégré dans notre équipe. Donc je suis très heureux de pouvoir t'accueillir au sein de Projet Locatif pour justement mettre à disposition ton expérience et tes connaissances auprès de tous ceux qui souhaitent investir. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous présenter un petit peu tes investissements. Ouais. Tu as fait deux immeubles, oui, c'est ça, 2 projets et puis un local commercial qu'on loue à titre personnel pour nos activités. D'accord, ok, donc là il y a un premier immeuble qui se trouve déjà derrière nous. Oui, c'est ça. On va parler un petit peu de ce projet et puis après tu nous expliqueras un petit peu le deuxième projet que tu as fait aussi, un deuxième immeuble. Ouais. Et puis on se retrouvera dans tes bureaux pour vraiment détailler ton parcours et parler aussi d'un sujet qui va intéresser à mon avis beaucoup de monde. C'est un sujet sur lequel tu as de l'expérience et des connaissances particulières puisque tu as écrit un guide spécialisé qui est donc le guide de la SCI à l'impôt sur les sociétés. Voilà, c'est ça. Oui, parce que nous à l'époque en 2015 on a investi dans l'immobilier après beaucoup m'être renseigné. Et très vite je pose la question de la fiscalité et en fait au niveau de la fiscalité, la meilleure réponse que j'ai trouvée c'est la SCI à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, et ça il n'y avait pas tellement d'informations dessus, donc du coup je me suis mis à l'écriture et puis à réunir un maximum d'informations, surtout assez précises parce que souvent c'est assez confus et pas tellement précis. Donc j'ai écrit ce livre avec un simulateur aussi qui permet d'avoir une visibilité sur sa fiscalité avec la SCI à l'IS et surtout de pouvoir choisir ou pas d'aller dans ce sens-là parce que c'est des choix qui sont quand même importants, décisifs. Oui, tout à fait. Je suis en pleine revente éventuelle d'immeubles qui est justement dans le cadre d'une SCI à l'IS. Donc je suis en pleine analyse de fiscalité au moment de la revente. Et oui, justement, on en parlera tout à l'heure. Justement, plus en détail parce que justement, tu as vraiment poussé l'expertise au plus profond. Souvent, on connaît les grandes lignes, mais il y a beaucoup de choses à savoir et à connaître dans ce statut qui peut être vraiment intéressant et optimisé. Oui, c'est ça. Si c'est optimisé, ça peut vraiment être avantageux et surtout la situation de chacun et si c'est adapté et à la situation et au projet. En fait, il n'y a pas de miracle dans la fiscalité. Enfin, il y a quand même un certain équilibre en fait pour chacun. Et puis d'ailleurs, c'est tant mieux. Il faut faire les bons choix au début. Puis, oui, voilà, c'est surtout ça qui est important. Ouais, tout à fait. Bon, mais très bien. Allez, c'est parti. On montre l'immeuble et puis après on détaille un petit peu ton parcours et avec plaisir. Tout ça. C'est parti. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite notification pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Si vous souhaitez passer à l'action et investir dans l'immobilier, je vous mets un lien juste en dessous de notre société Projet Locatif qui peut vous aider et vous accompagner dans vos projets d'investissement clés en main grâce à nos conseillers qui sont tous des multi-investisseurs. Donc comme Paul, que vous allez découvrir aujourd'hui dans cette vidéo, vous pouvez donc les solliciter pour vous proposer des projets rentables et adaptés à vos objectifs. Paul, s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, toi, quel est donc tu viens d'intégrer Projet Locatif, donc justement fraîchement intégré, et justement plutôt pour l'instant disponible parce que la plupart de nos conseillers ont déjà pas mal de clients. Et toi tu viens d'arriver, donc profitez-en. Mais quel est ton secteur de prospection et quelle serait éventuellement ta spécialité? Bonjour. Bonjour.
Moi, l'idée, ça va être de travailler, on est dans Lyon, donc ça va être au niveau du département, surtout sur les villes principales du département. D'accord. Et puis tourner autour de ces villes-là. Moi, j'ai investi dans 2 immeubles de rapport, donc ça sera surtout des immeubles de rapport. Et je m'intéresse aussi aux locaux commerciaux, où il y a vraiment des bonnes affaires à faire aussi. Ouais, c'est ça. Tu me parlais juste hier bon là, si vous voyez la vidéo, ce sera sûrement trop tard, mais d'un local que tu avais trouvé avec une très belle rentabilité, avec un super emplacement, tout à fait, qui était déjà loué avec un bail sécurisé. C'est ça. Donc c'est pas encore terminé cette affaire, mais on va voir comment. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est en cours. D'accord. Et donc les rentabilités que tu peux trouver sur ton secteur, et c'est des villes entre 10 et 100 000 habitants, c'est ça à peu près? Ouais, moins. On est à 1h30 de Paris. On va dire, oui, c'est ça. Oui, c'est à 1h30 de Paris. C'est entre 10 000 et 35-40 000 habitants. Ok. C'est vraiment une zone, le Lyon, vraiment rurale, donc c'est des pôles relativement petits. Et en termes de rendement, moi je vise entre 8 et 10, 10 et demi en termes de rendement, parce qu'après au-delà en fait on peut trouver, mais moi je trouve en termes de, on va dire, sécurité patrimoniale, locative, là je pense qu'on peut être sur des zones qui peuvent être plus compliquées. Oui, on bascule dans autre chose. Ouais, c'est ça, et pas forcément plus compliqué à gérer au quotidien. Quelque chose de moins durable peut-être. Oui, voilà, c'est ça. De plus fatigant. Oui, voilà. C'est ça. Beau sur le papier, mais plus usant. Ouais, voilà. D'accord. Donc voilà, je me fixe là-dessus, quoi. Bon, parfait. Donc là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet, de cet immeuble? Oui, alors cet immeuble, donc comme tu disais tout à l'heure, c'est le 2e immeuble dans lequel on a investi. Cet immeuble-là, il a eu 8 appartements, souvent des petites surfaces. En fait, ça va du F1, beaucoup de F2 à F3. D'accord. Comment c'est organisé justement là de l'extérieur? Tu peux nous dire de l'extérieur, en gros, il y a la porte avec les communs qui va desservir les différents appartements. Et en fait, à gauche de la porte, de chaque côté, il y a les deux F1 en gros, le F3 et après à l'étage tous les F2 et un dernier F2 sur la gauche là. D'accord, donc 8 lots sur 8 ce bâtiment. Oui, c'est ça, donc c'était ça qui était d'ailleurs intéressant. Moi j'ai trouvé intéressant parce que c'est des surfaces qui ne sont pas très grandes, autour de 40 mètres carrés l'appartement à peu près, sauf sur les F1 qui sont plus petits, donc autour de 25 mètres carrés. D'accord. Et ça permettait d'optimiser vraiment au niveau de la rentabilité. Ouais, c'est ça, au niveau de la rentabilité. Et puis l'avantage aussi, c'est d'avoir des loyers qui sont pas trop gros et donc du coup avoir un poids pour le locataire qui est oui. Ça correspond à la demande locale? C'est ça, oui. C'est ça. Okay. Ouais, tout à fait. Parce que là, on ne l'a pas dit, mais donc on est dans Lyon, on est à 30 minutes d'Auxerre. 25 minutes d'Auxerre, oui, c'est ça, dans une petite ville de 3000 habitants, un petit peu moins, et puis à côté d'une plus grande ville de 6-7 000 habitants. Donc on a un bassin de population autour de 10-12 000 habitants à peu près. Oui, très bien. Donc, est-ce que ça se loue? Oui, justement. Parce que là, 3000 habitants, pour ceux qui sont en région parisienne ou ça peut faire les peur. Bordelais, 3000 habitants, c'est un quartier, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, alors que dans Lyon, expérience par rapport à ça, ça fonctionne oui, très bien. Ça fonctionne bien. Oui, je suis très content parce que, effectivement, c'était aussi ma crainte d'ailleurs au départ. J'étais pas certain à 100% tant que j'étais pas sur le bien et donc oui, si ça se loue très bien. D'accord. Après on a la gare qui est pas très loin non plus et puis surtout on a fait en sorte que ça se loue bien aussi parce qu'on a rénové l'ensemble des appartements. Donc ça permet d'avoir une prestation qui est intéressante et qui fait que on optimise les visites. On n'a pas beaucoup de visites à chaque fois. Dès qu'il y a peut-être 2-3 visites, mais ça suffit tout de suite pour que ça soit pris. Il y a beaucoup de demandes, donc je trie en amont et puis après en fait la plupart du temps le bien est tout de suite pris dès la première visite. D'accord. Donc ça c'est très confortable. Et c'est intéressant. Là sur cette année, j'ai eu 1 mois de vacances locatives sur l'ensemble de l'immeuble, sur les 8 appartements. Sur un appartement? Sur un appartement, j'ai eu 1 mois, mais c'est de ma faute, c'est parce que j'ai tardé à mettre l'annonce. En fait, j'ai tardé à mettre l'annonce et du coup ça a décalé un petit peu. Ça a décalé, mais c'est surtout ça. C'est moi qui n'étais pas hyper dispo à ce moment-là et puis mais autrement tout est loué. Si on peut donner vraiment être précis, tu laisses une annonce immobilière 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Combien tu as de coups de téléphone? Et donc tu as dit au niveau des visites, tu as 4 visites, entre 2 et 4 visites à peu près. Ouais, et ça se loue à 100% du temps? C'est ça, 2-4 visites parce que je trie, parce qu'autrement j'en aurais beaucoup plus. Dans le sens où si je le laissais plus longtemps, évidemment il y aurait d'autres demandes. Je ne saurais pas dire en termes de coups de fil, je sais pas, une vingtaine de coups de fil. À peu près. Une vingtaine de coups de fil sur 1 semaine, on va dire. Ça donne déjà un ordre d'idée. 1 semaine, 15 jours, je dirais quelque chose comme ça. Après sur tous ces coups de fil là, il y a tous les dossiers de passe-passe.
c'est clair. Maintenant, en plus, on est vigilant là-dessus pour avoir les garanties loyer impayés. On prend toujours systématiquement des assurances ou par la garantie Visal. D'accord. Et donc, l'annonce, c'est assez variable en fait, parce que je le mets souvent le dernier mois de préavis ou le mois de préavis selon la configuration. Oui, d'accord. Donc généralement, je laisse le temps d'avoir le chèque de caution. Moi, je réserve avec le chèque de caution. Oui, très bien, je fais pareil. Ouais, comme ça, et ça engage le locataire, parce qu'autrement, ça m'est déjà arrivé d'arriver le jour J, en fait, le locataire changement d'avis. Changement d'avis du locataire. Oui, changement d'avis, voilà, c'est ça. Il a décidé autre chose parce que oui, et puis ça peut se comprendre. Voilà, il peut avoir. Oui. Mais c'est vrai que ça engage quand même, et puis ça monte parce qu'il y en a qui disent oui sans finalement se rendre compte des engagements qu'il prend. Oui, c'est ça. Donc je fais pareil, signature du bail, avec date prévisionnelle effectivement d'entrée dans les lieux, à la date de sortie du locataire, comme ça on évite la vacance locative, et surtout réservation grâce au chèque de garantie. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai que c'est des petites choses à connaître et qui permettent de sécuriser. Oui, de sécuriser, parce qu'autrement il peut y avoir d'optimiser les choses. Des petits soucis. Donc là, tu avais tous les appartements, on va vous montrer un peu, alors là les appartements sont loués actuellement, on va vous montrer un petit peu les communs, un petit peu l'organisation intérieure, un petit peu les compteurs, tout ça. Mais quand tu as acheté cet immeuble, c'était tout à rénover, c'était déjà loué ou pas loué? Comment ça s'est présenté? Oui, alors c'était un peu compliqué en fait. Quand je l'ai visité, il devait y avoir 4 appartements de loués. D'accord. 4 ou 5. Il y en a un qui a dû partir entre temps. Mais tous les appartements étaient dans un état, on va dire, vieillissant. Et dont 2 qui étaient carrément dans un état insalubre. C'est-à-dire que l'agence ne voulait même plus les louer tellement ils étaient abîmés. Et c'est vrai que quand on voyait l'appartement, on n'avait pas du tout envie de le mettre en location ou de l'utiliser comme tel, quoi. Donc l'idée c'était de faire la rénovation sur l'ensemble des appartements. Et l'idée au départ, en fait, c'était de prévoir une enveloppe travaux pas trop importante au niveau de l'emprunt. D'accord. Et d'utiliser les loyers qui étaient en train de tomber sur les 4 ou 5 appartements loués et qui financeraient une autre partie des travaux. En faisant un différé. En faisant un différé, c'est ça. Récupérer la trésorerie pour la réinjecter au fur et à mesure. Ça, c'était le plan prévisionnel. C'est ça. Et puis un plan, ça bouge, ça vit. C'est ça. Et en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Non, ça a beaucoup bougé parce que, en fait, entre le moment où on a signé le compromis et le moment où on a signé la vente, l'acte authentique, il y avait déjà 2 locataires qui étaient partis, donc il en restait plus que 3. Ah oui, d'accord. Et sur les 3, il y en avait un qui ne payait pas. Ok. Voilà. Et ça, je l'ai appris en récupérant les clés. J'avais déjà signé en fait. C'est l'agence immobilière qui m'annonce ça, qui me dit par contre on a un petit souci avec un locataire. D'accord, bien. Au moment de l'acte authentique. Ouais, c'est ça. Et ça a été difficile parce que ce locataire-là était en plus de ne pas payer assez violent. Ah ouais, en plus au niveau du comportement. Oui. Avec moi, il y avait les artisans qui étaient là aussi qui faisaient les travaux, donc ça a été aussi compliqué comme pour ça. Enfin, c'était un peu là pour le coup la mauvaise surprise pour l'immeuble. Comment tu t'en es sorti du coup de cette affaire? Ça a pu bien ça c'est avoir bien une issue. Oui, à peu près. En fait, ça a duré quand même. Je ne sais pas si ça a duré un an et demi ou 2 ans. Ça a duré longtemps. Où il est resté quand même. Il a même fait comme effectivement l'appartement nécessitait des travaux, mais ça c'était prévu. Nous on l'aurait pas mis en location comme ça, mais il était déjà dedans. Il a fait intervenir la CAF. Pour montrer que c'était insalubre. Ah oui, ça c'est une technique aussi, j'entends dire aussi, Et pour justifier le non-paiement du loyer, pour retourner la faute sur le propriétaire. Oui, c'est ça. Alors moi j'ai dit, oui, ok, pas de problème, et moi j'étais d'accord en plus que ça nécessitait des travaux, et donc on a fait faire le nécessaire. Alors le nécessaire c'était quand même relatif, c'était les fils électriques qui sortaient du plafond pour la douille, c'est relatif. Et par exemple une barre de seuil entre la salle de bain et la cuisine, comme c'est du lino, il fallait une barre de seuil parce qu'on pouvait se prendre dedans et tomber. Voilà. Et sauf que en fait, pour tous ces différents travaux, il y avait un électricien qui devait intervenir, mais sauf que le locataire ne voulait pas qu'il intervienne. Oui, parce qu'en fait, toute sa stratégie tombait à l'eau. Lui, il ne voulait pas spécialement les travaux au fond. Enfin, j'imagine que c'était plutôt pour justifier le fait de ne pas payer. Enfin, moi, ça m'est arrivé aussi. Et alors que l'appartement était neuf. Mais sa copine était tombée malade avec la climatisation qui était neuve et soi-disant. Mais bon, il n'y a jamais eu de justification par rapport à ça. Voilà. Le principal, c'est de s'en sortir. Et c'est bien d'en parler, de dire ça peut arriver, d'en avoir conscience. Et ça t'a pas non plus planté le projet du coup. Non, c'est ça, exactement. En fait,
Je pense que c'est ça qu'il faut retenir d'ailleurs, c'est qu'en fait Ouais. au bout du bout, on a pu faire rénover les différents D'accord. appartements. On a commencé par les premiers appartements, les F1, parce que c'était ce qui était le plus rapide à Ok. rénover. On les a mis tout de suite en location et petit à petit, en fait, on a fait faire les différents appartements comme Ouais, ça très bien. pour arriver au 8e au bout de, je dirais, une petite année. Voilà, Donc tu as dû chose comme ça. rajouter un petit peu d'argent qui n'était peut-être pas budgétisé au départ dans Ouais, même l'enveloppe beaucoup, globale en fait. du projet. D'accord. Ouais, là, Ok. vraiment pour être sincère, c'était beaucoup plus que prévu. Alors je pense que j'ai voulu aussi sur le papier faire une très belle affaire et donc du coup de diminuer un peu le budget travaux. De minimiser le budget de travaux. Ouais, c'est ça. Et en fait, comme le premier immeuble avait généré pas mal de trésorerie, on a utilisé aussi cet argent-là pour le très réinvestir, bien. pour faire les travaux. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui un emprunt qui est moins important Oui. et puis du coup avoir un cash flow qui est plus important Tout à par fait. définition. D'avoir fait travailler finalement votre épargne C'est ça, dans en fait, oui, quelque on a- chose de plus rentable. C'est ça, on a fait ça comme ça. Et puis l'idée là maintenant, ça va être on va refaire la cour par exemple. D'accord. On va rendre propre très bien. vraiment l'ensemble, quoi. Ok. En tout cas, la façade, bon, on voit que c'est un petit peu sale Oui, et tout, ça- mais on voit que c'est propre. Ouais. C'est Oui, elle est propre, C'est du même si ciment. ça commence à être délavé. Ça c'est pareil, ça fera partie là, des. c'est un petit coup de nettoyage, quoi. C'est ça, Faire un de petit coup de projet nettoyage. de nettoyage, Ah ouais. peinture. Et puis en tout Ok. cas, il n'y a pas de structurellement de gros défauts. Très bien. Et puis le petit plus aussi de cet immeuble, c'est que je ne sais pas si on le voit, mais on a donc des panneaux photovoltaïques. Ouais, on voit ça, ouais, Voilà. tout à fait. Alors c'est un plus parce que ça génère autour de 2000 € par an Ah ok. de revenus qui sont en plus D'accord. en fait. On touche Excellent. en une fois au mois de septembre. Donc C'est un petit plus, c'est sympa. Ouais, c'est ça, Ah ouais. c'est toujours ça qui est pris et c'était l'ancien propriétaire qui avait mis ça en place, quoi. D'accord. Donc ces panneaux, oui, ça date d'il y a quand même pas mal d'années, j'imagine, et ça date continue d'il y a à 10 produire. ans. Oui, ça continue à produire. Ouais, là, il très n'y a bien. pas de diminution au niveau de la production. Et alors, par contre, il faut bien. savoir que c'est valable 20 ans, hein, les contrats. Ah, ouais. d'accord. Et après, après ça descend. Mais bon, après, pendant, oui, nous, c'est on a bien. acheté en 2016 et voilà, c'était Ok. 2010. Et donc, on a 14 ans Et 14 ans à 2000 bénéficier. €, c'est Ouais, pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, ça Ouais, fait des belles ouais. sommes à prendre. Ouais, tout à fait. Voilà. Très bien. Mm. Bon, on va voir l'intérieur. Ouais. Vite fait, on va voir un peu les communs. Donc c'est pareil, les communs on les a fait rénover parce qu'ils étaient aussi, D'accord. abîmés, pas mal abîmés quoi. Ah oui. On a refait faire les peintures, le placo au niveau des plafonds pour que D'accord. pour que ça soit plus propre. Il y avait le bloc boîte aux lettres qui n'existait pas, c'était des boîtes aux lettres un peu à l'unité mais qui n'étaient pas homogènes, c'était pas, ça faisait vraiment pas propre quoi. Ça, l'impression quand on rentre dans les communs, Ouais, c'est c'est important. hyper important. Ouais. Des boîtes aux lettres cassées. Ouais, c'est ça fait tout de suite pas. On se demande ce qui se passe dans cet immeuble. Voilà, donc, c'est ça. Là, on a fait faire un petit truc, c'est pour la femme de ménage qui passe tous les 15 jours, comme ça permet Ouais, de un garder petit à peu coffrage pour près. Ouais, ranger. c'est à peu près propre. Et puis il restera éventuellement les escaliers à. J'avais fait faire un devis D'accord. pour qu'ils soient nettoyer un peu, nettoyés, ouais. Reponcer un peu, tout ça. Ouais, D'accord. c'est ça. Ouais. Ah oui, donc il y a les compteurs, il y a une partie en bas, il y en a là. Et voilà, en fait, oui, là, il y a les compteurs de l'étage, en fait, des 4 appartements de l'étage. D'accord. Et puis le compteur Des communs. des communs. Ah, parfait. Donc en fait, il y a les 8 compteurs, enfin les 9 Très bien. compteurs du coup avec les communs. Donc tout est bien desservi, tout est individuel. Voilà, c'est ça. Et puis après avec chaque lot bien différencié. Donc D'accord. Donc là, tu as ça, c'est individuel. Ouais. Après, le chauffage, c'est électrique. ouais, tout est en électrique. Ouais. Donc pas de problème, il n'y a pas de gaz. Et après, non, il n'y a pas de gaz. pour Ouais. l'eau, c'est dans des compteurs divisionnaires, c'est ça? Voilà, c'est ça, dans chaque Et- appartement là, pour le coup. ouais. D'accord, il y a un Ouais, compteur avec- général Ouais, et c'est c'est ça. provisionne dans les charges Voilà, c'est pour ça. l'eau. Ouais, exactement. Ouais, très bien. Ouais. Donc là, tu provisionnes, j'imagine, quoi, 40 € par mois, 40-50 € par mois pour les ordures ménagères. Non, on est autour l'électricité. plutôt de 20 €. De 20 Ah bon € de Ah, charge mais par l'eau est mois. pas chère ici. Ouais, non, l'eau est pas chère. Ah oui, c'est Non, ça, oui, non, parce non, que je suis vraiment assez pas cher. surpris. Ouais, non, D'accord. parce que c'est autour de, je sais plus, c'est 1,15 € le mètre cube, c'est vraiment pas cher. D'accord. Vraiment Ah pas oui, cher. intéressant. Ouais. Ah bah très bien. Donc, Mais dans je- ces secteurs-là, c'est vrai que ça vaut pas forcément le coup de mettre des compteurs individuels. Alors finalement, parce que souvent, je recommande de mettre des compteurs individuels parce que ça évite d'avoir des charges trop élevées. Pour pour avoir un l'eau. loyer un peu plus élevé. Pour l'eau. Ouais, tout à fait. Oui, alors moi je voulais le faire dans le premier immeuble, ça a été refusé en fait. Ils
voulait pas. D'accord. Parce qu'ils préfèrent avoir le propriétaire, comme ça ils peuvent le retrouver facilement la personne à qui il doit payer. D'accord. Et pas chercher le locataire derrière. Ah oui, d'accord. Et donc en fait ils avaient refusé ma demande. Ok. Et là c'est vrai que je me suis même pas. Non mais là avec des charges comme ça vaut même pas le coup de se poser la question. Ouais. Tout à fait. Oui, donc là on voit que les communs sont propres, sont bien entretenus. Tu fais passer quelqu'un pour l'entretien des communs ou tu fais gérer par les locataires Oui, c'est ça. On a pris une femme de ménage en fait. Alors avec la SI, c'est un des inconvénients avec la SI Aliès d'ailleurs, c'est que souvent les femmes de ménage elles marchent en CESU et on peut pas avec la SI Aliès. Oui. Et donc la facture. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis on n'est pas un particulier. Oui. Donc du coup on l'a embauché. On n'a pas pu faire autrement. J'ai pas trouvé d'autres solutions. Un petit contrat 2 heures par mois. D'accord. Donc vraiment un petit contrat. Mais comme ça, elle passe 1 heure tous les 15 jours, elle nettoie un petit peu et puis elle vérifie que tout va bien et elle m'informe si jamais il y a besoin en fait. Ouais, ça me permet d'avoir quelqu'un qui vient régulièrement et qui me dit s'il y a un souci. Oui, c'est très bien. Donc c'est très bien. Voilà, c'est un compromis, ça fait pas des charges trop élevées et puis oui, mais divisé sur 8 appartements. Ouais, c'est ça. Voilà. Quand il y a des petits immeubles de 2-3 appartements, ça peut faire monter un peu les charges, mais là divisé en 8, ouais, c'est ça. Finalement ça passe bien. Ouais. Et par expérience, c'est très compliqué que les locataires puissent s'entendre entre eux pour le ménage. Non, ouais, ça marche pas. Je l'ai souvent essayé, ça marche plus ou moins un temps, mais c'est jamais parfait. Oui. Et ça peut faire des histoires entre eux, enfin c'est vraiment pas conseillé quoi. Ouais, alors c'est vrai que je l'ai fait quand même sur l'autre immeuble. Ouais. J'avais cherché quelqu'un, j'avais pas réussi à trouver quelqu'un, c'était pas concluant et donc j'ai proposé vraiment à un locataire qui était là depuis longtemps, de confiance, si ça lui allait, moyennant en fait de s'occuper des containers et donc des poubelles pour le tri sélectif et puis pour les poubelles classiques et puis les communs de nettoyer un petit coup de balai régulièrement. Et très là ça semble aller. Mais j'ai fait ça pour là ici aussi pour les containers en fait. Je fais une diminution de loyer. Très bien. De 30 € par mois et puis le locataire s'occupe de sortir les poubelles. Très bien. Ouais, c'est des bons compromis. Voilà, et comme ça, tout le monde est gagnant. Parce que je trouvais pas de solution et en plus là c'est des levées qui sont payantes. Ah oui. Au bout d'un moment, donc en fait si on laisse les poubelles dehors, il y a tous les voisins qui vont faire poubelle. Ah oui, aussi. Voilà, parce qu'ils ne payent pas la levée comme ça. C'est vrai qu'il y a ce problème de containers souvent à gérer. Et ça c'est tout bête, mais au début ça a été très compliqué. Oui, pour trouver la bonne solution. Je me suis retrouvé avec plein de poubelles dans la cour de l'immeuble. Ah ouais, ça m'étonne pas. Et parce qu'en fait j'avais pas du tout la solution et puis compris qu'il y avait ce problème là en fait à gérer. Ouais. Et donc une fois qu'après c'était parti, mis en place et après il n'y avait plus de problème quoi. Voilà. Bon, très bien, beau petit projet. Alors ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur, c'est le cash flow, les chiffres, le rendement. C'est ça exactement. Donc est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Quel est le coût de ce projet-là et combien ça génère en termes de revenus locatifs? Oui, alors l'immeuble on l'a eu à 200 000 €. D'accord. En fait, je regardais d'ailleurs, c'est 200 000 € avec les frais d'agence inclus, qui étaient de 13 000. D'accord. Donc ça fait 187 et en fait cet immeuble-là, on est passé juste après qu'il y ait eu une vente qui s'est pas faite en fait. Enfin, quelqu'un qui s'est refus de prêt. Ouais, c'est ça, refus de prêt. Remis à la vente. Donc ça a été remis à la vente et parce qu'il était à 250 000 € au départ cet immeuble. D'accord. Ça avait été négocié à 220 000 et ça je l'ai su tout de suite par l'agence et donc du coup on a fait une proposition à 200 000 qui est passée. Très bien, d'accord. Et donc là il y avait de travaux tout à refaire et en termes de travaux on avait provisionné, ça doit être 57 000, autour de 60 000 €. Ok. Mais comme ils ont fait il y avait aussi les 13 000 des frais d'agence en fait qui se sont intégrés parce que ils ont pu être intégrés parce que c'est parti sur 213 000 en fait. D'accord. Voilà. Et donc en fait, en gros, on a eu 70 000 de prêts travaux. Ok. En gros, à peu près. Et à ça, après, il a fallu rajouter environ 80 000, j'ai noté 80 000. On est aux alentours de 350 000 € voilà, c'est ça. Pour le coût total du projet. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Je pense qu'on est bon sur les Et là, les chiffres. Appartements, tu les loues combien à peu près suivant les surfaces alors, en moyenne, c'est 350 € à peu près de loyer. On arrive du coup à un loyer global de 2850, 2850. Tu es quasiment à 10%.
Ça doit être à 9% à peu près. Ouais, c'est ça, ouais, quasiment. Enfin, si on compte avec les panneaux photovoltaïques, là, on arrive sur on a un projet, on est à 36 000 par an en fait. Voilà, donc voilà. Ouais, très bien. Donc très pour bien. 350 000. Pour un immeuble qui est entièrement rénové. Voilà, c'est ça, qui est entièrement rénové. Donc au niveau du cash flow, en fait, étant donné qu'on a mis une part avec les loyers le cash flow du premier immeuble, on est à 1 300 € d'emprunt en fait sur cet immeuble. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, on va en parler juste après, là on va y aller, ouais. Mais c'est l'argent que tu as injecté en travaux, tu l'expliqueras mieux que moi encore, c'est que tu les as mis en compte courant d'associé, et donc c'est de l'argent que tu pourras récupérer après sans fiscalité, une fois que la SCI sera positive et récupérera du cash. Oui, et en partie. Mais oui, c'est possible de faire comme ça. On dit pas tout, on y va. Allez, c'est parti. Ouais, donc là on est dans la cour, et justement il y a un locataire qui vient d'arriver, on a vu, il a patiné un petit peu, ah mais ça me pose problème aussi des fois sur mes immeubles. Ouais, c'est vrai que c'est pénible. Et donc est-ce que tu as réfléchi à une solution par rapport à cette problématique? Oui, alors en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'on avait déjà fait une solution, mais elle n'a pas tenu. C'est que en fait, on avait fait remblayer, et puis c'était pas comme ça au départ, remblayer et puis recompacter. Ouais, il y a un terrassier qui était venu, qui avait refait quelque chose de propre. D'accord. Mais sauf que ça tient pas. Bah ouais, et la pluie et le passage des voitures, en fait, ça a toujours tendance à creuser. Il y a la montée et il y a un virage. J'ai remarqué, moi j'ai le même problème sur un immeuble, c'est quand on est en virage, les roues qui braquent et qui accélèrent. Et là on a entendu ça patine un petit peu. Et donc l'idée vraiment efficace, c'est de mettre de double goudronnage. En fait, c'est de gravillonner, enfin gravillon, avec une reprise en fait du support pour que ça bouge pas dans le temps. D'accord. Et ça, sur cette cour-là, il y a cette première cour et puis la cour de l'autre côté où on était tout à l'heure, qui est plus petite. On était sur un devis autour de 12 000 €, 12 500 €, en sachant que l'enrobé, on est sur des prix qui sont quasiment doublés. Et parce que y a une épaisseur de matière bien plus importante, et avec la conjoncture actuelle, les prix ont vraiment flambé. Donc ça sera le compromis, c'est ça, et ça va être budgété. Je l'ai en tête de le faire assez rapidement, ça commence à être urgent. Alors on se retrouve au bureau de Paul, en fait tes bureaux sont juste à côté. C'est ça, Donc tu as une activité de kiné aussi, kinésithérapeute. En parallèle de tes investissements et puis maintenant de ton activité au sein de projets locatifs. Et donc on va parler précisément de SCI à l'impôt sur les sociétés parce que tu as une expertise vraiment particulière et approfondie sur le sujet, parce que j'ai lu ton guide qui est vraiment excellent, que j'ai trouvé vraiment super. Il y a de ça quelques années. Voilà, c'est un support qui va plus loin que ce qu'on peut trouver d'habitude sur le choix de la SCI à l'impôt sur les sociétés. Je l'ai trouvé très pertinent avec beaucoup d'informations intéressantes. Donc on vous mettra quelques captures d'écran pour montrer un petit peu. Vous aurez un lien aussi en description. Alors il n'y a pas de lien de parrainage, c'est juste parce que je trouve que tu as fait un super boulot et ça me fait plaisir aussi d'en parler et de proposer à ceux qui le souhaitent d'en savoir plus, d'avoir le guide complet. Et puis du coup, on va en parler un petit peu plus. Donc pourquoi la SCI à l'IS d'ailleurs, pourquoi ce choix de type de structure? Et bien comme je te disais là par rapport, quand on était au pied de l'immeuble là qu'on a été voir ensemble, au moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait différents piliers, différentes bases à bien appréhender pour pas se tromper et pour pas se retrouver au pied du mur quelques années plus tard. Et il y a le bien en tant que tel, et puis après il y a aussi la fiscalité qui va venir se mettre par-dessus. Mais c'est le véhicule. En fait, dans le véhicule, il y a le bien et on prend le véhicule. Oui, c'est ça. Il faut prendre le bon véhicule. C'est ça. Ouais, effectivement, c'est une bonne image. Et donc la SCI LIS, en fait, finalement, elle s'est un peu imposée quand j'ai commencé à réfléchir à quel type de fiscalité je voudrais adapter sur les biens qu'on allait acheter. D'accord. Parce qu'il y avait les avantages de la SCI LIS qui collaient bien avec le type de bien sur lequel on allait investir. Et d'ailleurs, souvent, moi en tout cas, quand je me suis renseigné sur la question, où j'ai beaucoup lu, j'ai lu des bouquins, mais il n'y a jamais de bouquin précisément dessus. Et en fait, souvent la SCI LIS, c'est présenté pour soit des chefs d'entreprise qui ont un certain revenu, pour mettre par exemple des locaux professionnels dedans. D'accord. Ou alors pour quand il y a encore une fois un patrimoine important, et puis d'encapsuler ce patrimoine avec ses revenus locatifs. Mais souvent, finalement, c'était
souvent abordé pour des gens qui avaient beaucoup de moyens et avec une tranche marginale d'imposition qui était très importante. Oui. Et nous, c'était pas du tout le cas parce qu'on payait pas d'impôts en fait à l'époque parce qu'on a des enfants, enfin bref, et puis on n'est pas dans une période où on paye des impôts. Mais malgré tout, c'était quand même avantageux pour nous. En tout cas, ça me semblait quand même avantageux. Judicieux, ouais. Voilà, ouais. Et donc, juste pour finir par rapport à cette question, ce qui a vraiment fait qu'on... déterminer ce choix. Ouais, déterminer ce choix, c'était surtout la maîtrise fiscale. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une visibilité sur du long terme par rapport à l'imposition. Et ça, moi qui ai besoin de maîtriser un peu le sujet, au moins j'étais sûr que j'allais pas me retrouver à un moment donné, être obligé de revendre un des immeubles ou de jongler avec la trésorerie et en ayant toujours peur de ce qui allait tomber en fait en foncier, quoi. Avec une fiscalité souvent subie en nom propre et maîtrisée. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, juste avant de démarrer la vidéo. En nom propre, c'était ça. Il y a souvent cette problématique d'avoir de l'imposition qui arrive au fur et à mesure, de se retrouver un peu coincé et écrasé, de devoir revendre les biens en catastrophe. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas le cas du tout avec l'IS. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la fuite en avant du déficit foncier. Moi, je suis un peu dedans aussi. Et donc, ça a l'avantage, je trouve, d'inciter à continuer à investir. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour le coup, quelqu'un qui veut faire 2-3 investissements, il faut faire attention parce que la fiscalité devient vite écrasante à partir du moment où on n'a plus de déficit. C'est ça, en fait, moi, dès que j'ai commencé à faire un peu les calculs, alors plus en plus, c'est tant mieux, hein, plus il y a de rendement, plus potentiellement il y aura de l'impôt derrière, et puis c'est normal. Hein. Mais du coup, plus vite, tous les travaux vont être amortis très vite, et puis très vite, en fait, on va avoir une fiscalité très importante en nom propre, en nu, mais moi je trouve que même en meublé, ça va aussi très vite. Et en meublé surtout, là nous on a 14 appartements, et je voulais pas. Alors en plus on est dans une zone où il y aurait une demande, mais pas pour les 14. Et je me disais, ça va déjà être la gestion locative vraiment importante. Ça prend du temps, mais plus si c'est du meublé, ça va me prendre un temps. Vraiment beaucoup de temps. Bien sûr, plus de turnover. C'est ça, oui. Et puis la gestion du mobilier, tout ce qu'il y a à gérer dans le meublé. Et en plus, il ne faut pas choisir un mode d'exploitation en fonction du statut fiscal. Comme tu l'as dit, il n'y a peut-être pas la demande en milieu rural pour faire du meublé. On dit, je fais du meublé parce que le statut du LMNP au réel est intéressant. Mais on n'a pas vérifié finalement la demande locative. Donc c'est quand même la base. Pardon, je te coupe. Non, juste pour terminer, c'était par rapport aux limites maintenant du LMNP qui ont été revues à la baisse. Et effectivement, dès qu'on excède un peu plus de 23 000 euros de chiffre d'affaires, maintenant il n'y a plus le choix. Voilà, il n'y a plus le choix et que ça dépasse son revenu professionnel. On passe en loueur meublé professionnel. Et là, par contre, c'est d'autres charges. D'autres conséquences fiscales, quoi. Et justement, c'est aussi l'intérêt de l'IS, je trouve. Il y a une visibilité. L'IS, ça concerne les entreprises. Et les entreprises, la fiscalité des entreprises, en fait, les gouvernements successifs, ils n'y touchent pas trop. Non. En fait, ils touchent d'abord la fiscalité, souvent des particuliers. Et quand on voit qu'il y a énormément de progression, de variation sur la fiscalité des particuliers, parce que c'est beaucoup plus facile, ça ne va pas impacter très fortement l'économie. Alors qu'à l'IS, on est sur les entreprises, on est sur le bénéfice des entreprises, et l'IS, depuis 40 ans en plus, fait que diminuer, sauf en 96, ça a augmenté un peu, mais autrement, ça n'a fait que diminuer pour s'harmoniser au niveau européen. Et là, on est passé d'ailleurs à un niveau d'IS à 25%. Exactement, on est passé à un taux de 25% dernièrement et on est passé à un seuil, donc c'est 15% jusqu'à 38 120 euros. Ça, mais ça vient de changer justement et c'est passé à 42 500 euros depuis le 1er janvier. Donc ils ont revu encore une fois, c'est à la baisse, légèrement à la baisse, donc plutôt en faveur justement des propriétaires et du statut. Donc c'est intéressant. Parce que l'idée c'est quand même de favoriser l'économie et les entreprises. Et bon, la SCI LIS c'est effectivement une société civile immobilière qui est civile, mais donc ça c'est sur le plan juridique, mais sur le plan fiscal par contre c'est une entreprise, on peut dire commerciale en tout cas, avec des bénéfices commerciaux. Et donc on joue un peu sur les deux tableaux et je trouve que ça c'est intéressant. Donc une question simple, quelle est la différence entre, pour faire le plus simple possible pour ceux qui ne connaissent pas du tout le statut de la SCI à l'impôt sur les sociétés, entre l'achat en nom propre et l'achat en SCI à l'IS? Quelle est la différence fondamentale en fait? Il y a deux différences en nom propre.
Et en SCI et l'IS, il y a une différence juridique et puis une différence fiscale. La différence juridique, c'est pas forcément spécifique à l'IS, mais c'est spécifique à la SCI, c'est-à-dire qu'on va avoir des parts sociales d'une société qui va détenir des biens immobiliers. Donc l'intérêt de ça, c'est que ça va permettre de revendre ou de donner ses parts sociales à ses enfants, par exemple, dans le cas de donation. Donc il va y avoir une flexibilité sur ces parts sociales qui sont propres à la SCI. Ça, c'est la première chose, c'est la partie juridique. Il y a une flexibilité avec des règles au sein de la SCI qui sont plus faciles à mettre en œuvre plus souple qu'en nom propre, où on est tout de suite en indivision, dans le cas d'un héritage, par exemple, et qui peut compliquer en tout cas pas mal les choses sur le choix qu'on va faire. Le choix qu'on va faire du bien. Ça, c'est la première chose sur les SCI. Et sur ce qui est de l'IS, de l'option à l'IS, c'est une option qu'on va demander, de l'impôt sur les sociétés. La grosse différence, en fait, c'est que les revenus, enfin les loyers qui vont être perçus par les SCI vont être complètement indépendants fiscalement des revenus personnels. C'est-à-dire qu'on va avoir, moi j'ai ma déclaration comme tout le monde d'impôt que je fais au mois de mai à titre personnel, familial. Dans cette déclaration-là, il n'y a aucun loyer qui vont apparaître parce qu'en fait tous ces loyers, ils sont dans la déclaration indépendante de la SCI qui est à l'impôt sur les sociétés. Donc en fait, voilà, c'est ça, on va vraiment mettre de côté dans une zone bien définie ces loyers et qui ne vont pas avoir de conséquences sur le personnel. Très bien, avec un bilan finalement. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà, avec, comme tu disais, quand tu faisais du différé, justement, ça faisait gonfler la trésorerie du compte de la SCI, vraiment décorrélé des comptes personnels. Oui, et ça, moi j'aime bien aussi le fait que ça soit vraiment, même physiquement au niveau bancaire, d'avoir un compte pour la SCI où je peux voir les loyers qui tombent ou pas, et puis de voir les travaux qui ont été faits. Je vois l'expert comptable une fois par an, on fait le bilan, on voit ce qui a été, si ça a augmenté ou pas au niveau des loyers. Négatif. C'est ça, au niveau des travaux, au niveau des déficits qu'il peut y avoir par rapport aux amortissements. Enfin voilà, c'est toute une logique indépendante. Donc d'accord, on a la société qui fonctionne bien, on maîtrise la fiscalité. C'est vrai, très intéressant pendant la durée de détention. C'est ça. Mais à chaque fois, la question qui revient, c'est au moment de la revente. Si on économise pendant la durée d'exploitation finalement de la fiscalité, on va se faire taper dessus au moment de la revente, puisque la plus-value est calculée sur l'amortissement. Enfin, du coup, comment ça fonctionne au moment de la revente? On va revendre le bien dans la SCI, comment ça se passe? En fait, l'avantage de l'IS, donc c'est encapsulé, et puis c'est aussi que le bien va être amorti durant plusieurs années. C'est-à-dire qu'en fait, on va considérer que ce bien va avoir une durée de vie de 60 ans, et on va prendre le prix du bien et on va l'amortir, donc prendre une fraction de ce montant qu'on va déduire fiscalement des loyers qu'on va percevoir chaque année. Le but, c'est d'expliquer la dévaluation comptable d'une manière simple. C'est ça. Et d'expliquer que le bien a une certaine valeur comptable. Chaque année, il va y avoir des déductions faites de ce bien-là. C'est ça, un certain montant qui va être déduit des bénéfices en fait. Ce qui fait que les bénéfices, forcément, s'il y a un montant qui est déduit, nécessairement sont diminués. Et ce qui permet de diminuer aussi l'impôt, parce que l'impôt est calculé sur les bénéfices. Cet impôt sur les sociétés. Et donc, ça a l'avantage que durant une grande partie d'acquisition du bien, on va payer très peu d'impôts. Parce qu'il y a ces amortissements qui sont là. Tout à fait. Par contre, ce que tu disais tout à l'heure, à la revente, c'est là où effectivement ça pique, mais en même temps, c'est le jeu fiscal et c'est tout à fait normal. J'ai beaucoup de clients qui m'ont envoyé des mails pour savoir l'astuce pour pas payer cet impôt. C'est ça, l'astuce miracle, comme avec l'avocat fiscaliste. Effectivement, le démembrement croisé. Voilà, ça effectivement, c'est la vraiment solution miracle sur le papier, mais voilà, c'est ça, mais très borderline, c'est ça, oui. Et puis c'est normal en fait, il y a des règles et donc c'est normal de les appliquer. Donc on va prendre l'ensemble de ces amortissements qu'on a utilisés pendant ces années, par exemple on va dire pendant 10 ans, on va déduire ça du prix d'achat et ce prix d'achat va être la base sur laquelle on va calculer la plus-value. Donc on achète un bien 200 000 euros, on amortit 100 000 euros pendant 10 ans. J'exagère les chiffres parce que c'est moins normalement, mais 100 000 euros pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, on revend le bien, on va dire 300 000. Voilà, on va donner de la valeur. Voilà, c'est ça. 300 000. Et donc, en fait, la plus-value, elle ne va pas être calculée entre 200 et 300 000. Donc, ça ne va pas être 100 000 euros, mais ça va être
les 200 000 euros moins les 100 000 euros d'amortissement, donc ça fait 100 000 euros, qu'on déduira des 300 000. Oui. Donc ça fera une plus-value au total de 200 000 euros. Et c'est pas fini parce que là, on a 200 000 euros, une enveloppe qui est à l'intérieur de la SCI LIS. Et sur cette enveloppe-là, on va payer l'impôt sur les sociétés parce que c'est un bénéfice comme un autre, cette vente. Donc on va payer 15%, voilà, on rentre un peu plus technique, mais 15% en gros sur 42 000 euros maintenant, avant 38 000, et 25% sur le reste. On enlève ça. Et donc en gros sur ces 200 000 euros, je n'ai pas le là, c'est bon, chiffre. On peut se payer la Porsche là. Le chiffre, pas tout de suite. Encore, c'est ça. Faut attendre encore un peu. Donc c'est ça, il va nous rester, je sais pas, on va dire 150 000 euros, j'ai pas fait le calcul, hein, mais on prend un exemple, 150 000 euros, et sur ces 150 000 euros, là, si on veut les toucher personnellement, il faut les sortir de la SCI. Oui. Et les sortir de la SCI, ça veut dire payer, donc les sortir en dividende, donc on va payer la flat tax, la flat tax, ou alors on va choisir de payer les prélèvements sociaux et la tranche marginale d'imposition, selon notre cas en fait. Et on va enlever encore 30% de ce montant-là. Donc on va enlever sur 150 000 encore 45 000. Donc au final il va rester 105 000 alors qu'on avait 200 000 au niveau, enfin 200 000 de plus-value. Et à la vente, je ne sais pas quelle trésorerie on a. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est conséquent. Voilà comment ça se passe. Par contre, juste pour terminer, moi, tous les calculs que j'ai pu faire, c'est que évidemment, on a toujours la trésorerie nécessaire pour payer l'impôt. Et c'est tout le principe de l'IS, en fait, c'est qu'on a toujours la trésorerie nécessaire, en gros, pour payer l'impôt, que ça soit durant la durée de vie du bien, qu'à la revente. C'est effectivement des sommes importantes, mais on s'en sort toujours et on arrive toujours. Enfin, je veux toujours gagnant à la fin. Voilà, c'est ça, exactement. Il reste toujours de l'argent et il reste toujours quand même, malgré tout, quelque chose quand même de conséquent. Tout à fait. Et puis, est-ce qu'on va revendre finalement aussi le bien? Parce que c'est vrai que finalement, on dit on regarde la sortie, mais si c'est des beaux biens que vous avez bien achetés, qui se louent bien, que vous avez bien rénové, moi, en tant que bon père de famille, c'est des biens que j'ai envie de garder. J'ai tellement travaillé pour trouver les biens, pour les faire rénover, pour en faire des beaux petits immeubles qui rapportent des revenus récurrents. L'avantage de l'investissement locatif, je trouve que c'est des revenus récurrents sur des années. Et je l'espère, moi, pour des générations aussi. Et c'est ça qui me donne l'envie et la motivation de continuer à investir de la bonne manière et pas chercher des trucs hyper rentables, des fois un peu casse-gueule. D'avoir des beaux immeubles que je veux transmettre et tous ces biens-là, moi, je les mets dans des SCI LIS parce que finalement, je vais les garder et ça ne me dérange pas parce que j'aurai peut-être jamais cette plus-value à la revente. J'aurai toujours de l'exploitation avec une fiscalité maîtrisée et des revenus que je peux prendre au fur et à mesure. Comme tu l'as dit très bien, une transmission qui va pouvoir s'organiser assez bien et assez facilement avec comme ça des donations de parts qui sont très faciles à organiser. À organiser, oui, tout à fait. Et là, dans ces cas-là, là, tu es complètement gagnant parce que du coup, il n'y a pas d'impact. Et après, alors certains disent à ça que oui, mais tu laisses l'impôt pour tes enfants et tes petits-enfants. Oui, peut-être, d'accord, mais tu laisses aussi un immeuble qui a des revenus et puis avec un capital, d'accord. Mieux vaut peut-être avoir un capital qui soit pris de 50% que de pas de capital du tout. C'est comme tout, en fait, quand on a quelque chose, bien sûr, on est tous pareils, on a envie de ne pas payer forcément beaucoup d'impôts. En même temps, mais c'est normal aussi, c'est la contribution, je trouve, à la société. Enfin, je veux dire, cet impôt, il sert aussi à quelque chose. Il y a un moment où on ne peut pas éviter. Voilà, il y a un moment où alors on est limite et on fait des choses qui sont limites et que, comme on l'a vu dans la vidéo avec l'avocat, qui peuvent être requalifiées. On assume les risques. Voilà, moi, c'est pas ma vision. Non, ce qu'on essaye de vous montrer un peu sur cette chaîne, c'est faire des choses qui soient durables sur le long terme et surtout d'avoir une sérénité aussi, de tranquillité d'esprit qui vous permet d'envisager l'avenir et de continuer à développer son patrimoine. Mais chacun fait ses propres choix et assume les conséquences aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Alors il y a aussi, on peut vendre les parts de la SCI. Et alors là, je suis en négociation dessus parce que effectivement, alors j'ai un bien que finalement, on part sur une stratégie, finalement là, j'ai peut-être réfléchi à faire autre chose et j'ai peut-être une proposition de rachat de parts sur une de mes SCI. D'accord. Et c'est vrai que c'est assez intéressant aussi d'étudier la question parce que c'est quelque chose qui se fait rarement. Oui, rarement. Oui.
Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire financer un rachat de parts. Ouais. Malgré tout, j'ai un acheteur, moi, qui n'a pas besoin de financement bancaire, qui a vendu une entreprise, qui a des fonds et qui souhaite avoir des revenus locatifs. Donc d'ailleurs, on a de plus en plus de clients qui arrivent, qui veulent transformer souvent leur épargne dans des revenus. Voilà, donc ça se fait de plus en plus. Ouais. Et donc, il partirait sur un paiement sur le rachat de parts. Ah oui, ok. Parce que le rachat de parts à l'IS, il récupère donc tout l'historique. Oui, et c'est pour ça que généralement c'est peu fait parce que ils rachètent aussi l'amortissement déjà pratiqué. Ouais, c'est ça, je vais dire la dette, mais oui, l'amortissement déjà pratiqué. Donc la valeur nette comptable du bien au moment où ils rachètent les parts. Alors voilà. Je sais pas là pour le coup comment. Justement, c'est intéressant d'avoir cette discussion. Vous avez trouvé un compromis. Effectivement, il perd cet amortissement là. Ouais. Mais il va gagner. Alors moi, il me reste un peu de prêt aussi un crédit sur ce bien-là. Et donc aujourd'hui, les taux augmentent. Et donc l'avantage qu'il a aussi, c'est on va demander un transfert de crédit, de cautionnement. Et donc lui, il va récupérer un crédit qui est déjà amorti depuis 7 ans. C'est un crédit que j'avais fait sur 20 ans. Et on sait que sur le premier tiers, il y a la plus grosse partie d'intérêt. Ben oui, d'intérêt. Et sachant que j'avais un taux qui était intéressant, qui était à 1,60. Et en plus, qui est modulable. Ah oui, ok. Donc il reste 13 ans. Et donc j'ai payé plus d'intérêts, donc il reste maintenant beaucoup de capital à rembourser, donc il bénéficie de mon taux et éventuellement une modulation des mensualités. Ça c'est intéressant. Et le deuxième intérêt en tant qu'acheteur, moi ce que je trouve, c'est les frais d'enregistrement qui sont quand même plus faibles, c'est vrai, voilà, qui sont de 5% sur le rachat de parts, contrairement aux frais de notaire qui sont plus élevés. Donc là, ça lui ferait économiser presque 50% sur le coût par rapport au notaire. Donc effectivement c'est intéressant pour moi aussi. C'est ça qu'on disait. Oui, tout à fait. Voilà. Donc parce que moi, effectivement, sur la vente de ces parts, contrairement à la vente de l'immeuble où l'argent va être encapsulé dans la SCI, je vais toucher l'argent en direct sans passer par la caisse puisqu'il rachète la SCI. C'est ça. Et donc cet argent va m'être versé directement. Comme tu as dit, c'est des revenus mobiliers qui sont du coup imposés. Alors on a deux choix, c'est soit la flat tax à 30%, soit l'IR. L'impôt sur le revenu avec des abattements. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais dans l'IR, en fait, il y a la partie CSG et la partie plus-value. Et la partie plus-value, il y a des abattements par durée de détention. Mais là, sur 6-7 ans que j'ai l'immeuble, ça sera forcément la flat tax. Et donc, effectivement, je me retrouve avec bien 30-40% de plus que la solution. En fait. C'est ça, c'est l'idéal. C'est hyper intéressant. C'est pas facile à trouver. Exactement. C'est exceptionnel. On le dit, c'est très exceptionnel. Ne vous basez pas là-dessus parce que l'avocat et mon expert comptable, clairement, mon expert comptable qui exerce depuis 20-30 ans dans un gros cabinet, il m'a dit j'ai vu ça 2 fois dans ma vie. Oui, c'est ça, parce que pour moi c'est vraiment anecdotique. Et attention, c'est pas fait. En plus, c'est en cours de négo, donc je sais même pas si ça va aboutir. Mais voilà, c'est en cours de discussion. Mais en tout cas, il est ouvert parce que c'est quelqu'un qui paye comptant. Et effectivement, c'est un cas particulier. Mais pour le vendeur, c'est très intéressant. Ouais, tout à fait. Félicitations, si ça aboutit, félicitations. C'est pas fait, mais bon. Donc la SCI aussi, une question qui revient souvent, c'est le fait d'opter pour le choix de TVA. Donc, quelle est ton expérience par rapport à ça? Est-ce que c'est intéressant d'opter pour la TVA ou pas forcément? Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent et en fait c'est une fausse question parce que la TVA ne rentre pas dans le cadre de la SCI, en tout cas sur des loyers d'habitation. En fait, c'est les loyers qu'on va percevoir qui viennent d'une habitation, c'est justement un caractère civil, donc ça n'a pas vocation à ce que ça soit commercial et donc il n'y a ni hors taxe ni TTC, il n'y a pas de TVA qui est appliquée. Le seul moment où la TVA va pouvoir être applicable, c'est sur les locaux commerciaux, c'est-à-dire avec effectivement un bail professionnel ou commercial avec un professionnel dans les locaux qui va lui aussi payer de la TVA. Et là, dans ce cas-là, on va pouvoir en fait sur ce loyer-là appliquer la TVA. Et encore, c'est même pas certain parce que si vous avez, par exemple, là, moi, mon
local, on pourrait penser que ça peut être, c'est un local commercial, on pourrait penser d'appliquer une TVA, bon c'est pas avec la SCI, mais si c'était avec une SCI, on pourrait imaginer ça, mais moi je suis en profession libérale, réglementée, on n'a pas du tout, on est sur des bénéfices commerciaux, voilà, donc c'est pas dans tous les cas, et si vous avez des loyers qui sont en dessous, des loyers commerciaux qui sont en dessous de 32 900 €, alors vous pouvez en tout cas opter pour la franchise en base de TVA, et donc vous ne payez pas de TVA sur les loyers. Donc finalement, c'est pas une fausse question, souvent c'est parce qu'on manque d'informations pour pouvoir y répondre. Ouais, tout à fait. Puis c'est vrai que moi, les seules fois où j'ai vu vraiment, et encore à vérifier l'intérêt d'opter pour la TVA, c'est ceux qui ont fait construire des gros bâtiments où il y a énormément de travaux et énormément de TVA à récupérer. Mais après, le problème, c'est qu'il faut la rajouter sur les loyers. Donc en fait, c'est le hors-taxe qui baisse. Ouais, et donc sur le long terme, on est perdant. Donc ça se calcule comptablement, mais sur des très gros volumes, des très gros travaux éventuellement. Mais voilà, je ne suis pas non plus hyper favorable sur ce type de choix, à mon avis. Il faut vraiment le calculer avec un expert comptable sur des gros montants. C'est ça. Et puis il faut quand même voir que la TVA, c'est une taxe supplémentaire. Hein. C'est pas forcément une chance d'être à la TVA. Ouais. Et effectivement, c'est surtout en fait dans le cas de locaux commerciaux où le locataire est à la TVA, là oui. Nécessairement, il va falloir passer à la TVA parce que autrement, il va y avoir une augmentation de loyer ou une incompatibilité avec le locataire en place. D'accord, très bien. Alors, on se retrouve pour la fiche de synthèse pour analyser la partie financière du projet. Donc, c'est l'immeuble de 8 appartements. Le montant d'acquisition était de 200 000 €, auquel s'ajoutent 11 600 € de frais de notaire. Les travaux donc financés par la banque de 67 000 €. On se retrouve donc avec bien 278 000 € à financer et 80 000 € donc de travaux qui ont été injectés après coup en apport personnel pour augmenter la rentabilité du projet. Donc il se retrouve avec des mensualités de 1 300 € par mois. Et donc voilà, vous avez le détail de tous les appartements. Donc les studios sont loués entre 300 et 340 €. Et les F3, vous voyez, vous êtes un petit peu au-dessus, jusqu'à 420 € par appartement, avec des charges très réduites. Ce qui nous fait un total de 36 120 € par an de revenus, y compris la partie panneau EDF. Et sur la partie charge, donc on se retrouve avec une taxe foncière, des frais de copropriété, un petit peu d'assurance propriétaire non occupant, un peu de frais de gestion, le crédit immobilier qui représente la plus grosse partie bien évidemment, et donc 22 000 € de charges, ce qui nous fait un très beau différentiel de presque un SMIC par mois. Alors voilà, qui est accentué grâce à l'apport aussi, les 80 000 € bien sûr qui ont été injectés dans le projet, et ça fait vraiment des beaux revenus mensuels malgré un financement, on va dire, à 70-80%. quoi. Bon, mais merci beaucoup parce que ça fait déjà un bon petit moment qu'on est ensemble et tu nous donnes beaucoup de conseils et d'informations, donc merci à toi. Avec plaisir. Très riche et très intéressant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le guide de Paul, il est en description, voilà, il vous expliquera, ils tomberont sûrement sur ton site internet, tu montres un petit peu, voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin. Et puis sinon aussi, voilà, si vous voulez faire appel à ces services pour investir dans l'immobilier, pour retrouver des biens intéressants sur le secteur de Lyon, vous avez aussi le formulaire projet locatif. Voilà, avec plaisir. Qui est disponible, parce que nouvellement intégré. Et puis pensez à vous, surtout pensez à investir parce que voilà, la conjoncture actuelle va mal, les taux augmentent, les prix de l'immobilier vont s'effondrer, voilà. C'est ça, on entend passer ça en boucle sur les grandes chaînes. Nous on fait tout l'inverse, on continue d'investir, on continue d'acheter. Pour moi en tout cas personnellement l'année 2023 elle part très très bien, donc il y a plein de belles choses à faire et l'immobilier il faut le voir sur le long terme, il y aura toujours des fluctuations un peu de prix, il y aura toujours des remontées de taux après des redescentes, voilà. Mais en tout cas sur le long terme on est toujours gagnant. C'est vraiment cet effet de volume et de continuité qui fait que on arrive à développer un patrimoine important. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, le petit like qui fait plaisir. Et puis sinon on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les investisseurs. Au revoir.